Bien, mes chers collègues, bonsoir. Nous allons démarrer la séance du conseil municipal, mais avant de démarrer officiellement cette instance et de passer à notre ordre du jour, je voulais, si vous me le permettez, avoir une pensée avec vous, évidemment ce soir, pour Odette Hugo. Dans la nuit du 8 au 9 août dernier, nous avons appris donc cette triste nouvelle de la disparition d'Odette Hugo après un très long combat contre la maladie. Évidemment, je n'ai pas été le seul, mais comme l'ensemble, je pense, des élus autour de cette table et des nombreux Bellifontins qui ont eu à côtoyer cette grande dame, nous avons tous été peinés par cette disparition. Une grande dame qui a, tout au long de sa carrière, démontré un sens aigu d'humanisme, de don pour les autres, de dévouement pour l'action publique. Et évidemment, nous ne pouvions pas démarrer cette séance sans lui rendre un profond hommage. Je l'ai évidemment côtoyé, mais comme bon nombre de personnes autour de cette table, et je laisserai la parole dans quelques instants à monsieur le député, mais c'est vrai qu'elle a su marquer par sa présence et son sens aigu du service public, ses murs, ceux du CCAS et ceux également de la communauté d'agglomération. Après quelques mots que Frédéric Valtou prononcera, je vous inviterai donc à respecter une minute de silence en la mémoire de Madame Odette Hugo. Oui, merci Julien, merci de ces mots vis-à-vis d'Odette, qui effectivement est une personne qui aura marqué tous les gens qui l'ont côtoyé. Vous êtes nombreux autour de cette table, élus ou simplement dans vos engagements précédents à la ville de Fontainebleau, à l'avoir côtoyé. Bien sûr, on savait que les derniers mois avaient été difficiles et le scénario, malheureusement, été écrit à partir effectivement de ces quelques derniers mois. Mais néanmoins, c'est vrai que sa disparition nous a tous, a ému beaucoup de monde. Beaucoup de Bellifontins, d'ailleurs, se sont signalés à ce moment-là pour dire effectivement leur peine. Odette Hugo, vous vous en souvenez, avait longtemps travaillé pour la ville de Fontainebleau. Elle était directrice du centre international à l'époque où la ville le gérait encore, avant de devenir élue. On a siégé ensemble presque 14 ans autour de cette table du conseil municipal. 14 ans dont près de 10 ans à mes côtés comme première adjointe d'abord, de 2005 à 2008, puis comme adjointe en charge des affaires sociales de 2005 à 2014, moment où elle avait souhaité se retirer en 2014, tout en étant quand même membre de la liste que j'avais conduit à l'époque pour bien marquer son attachement au projet qui était le nôtre et à l'équipe qu'à l'époque nous formions. Et c'est vrai que s'il y avait 3 mots qui pourraient la caractériser sans être trop long, on pourrait parler d'engagement, on pourrait parler bien sûr de sa loyauté, mais aussi de son grand dévouement. Son engagement, il a été rappelé. Sa loyauté, c'est celle d'une femme qui s'est toujours battue pour qu'on mène à bien les projets que nous voulions mener. Elle a aussi présidé la communauté d'agglomération pendant quelques années, à un moment où les relations avec Avon étaient compliquées. Elle avait réussi à détendre un peu l'atmosphère par la manière dont elle savait piloter et les dossiers et finalement et les assemblées d'élus. Et puis bien sûr son dévouement au service des Bellifontins. C'est pas la peine d'épiloguer sur le sujet, tout le monde voit effectivement à quoi je fais allusion, à son extrême générosité, à sa grande patience, à ses grandes qualités d'écoute qui faisaient qu'elle recevait énormément de monde, elle allait voir les gens chez eux, elle était très très dévouée et elle a beaucoup consacré sa vie aux Bellifontins et à l'accompagnement notamment, pas simplement, mais notamment des plus faibles, des plus fragiles, de ceux qui avaient besoin d'aide dans ses fonctions aux affaires sociales. Voilà.
effectivement, je pense que c'était bien de pouvoir lui rendre hommage et d'avoir une pensée pour elle là où elle est aujourd'hui. Si vous voulez bien, nous allons respecter ensemble une minute de silence. Merci. Je vais procéder aux traditionnelles vérifications des pouvoirs, mais avant, permettez-moi également de vous présenter notre nouvelle directrice générale des services, Madame Gwenaëlle Pittray, qui est arrivée à nos côtés il y a quelques jours de cela et qui maintenant prend les rênes de cette administration Bellifontaine. Bienvenue Madame Pittray. Nous allons vérifier les pouvoirs. J'ai un pouvoir d'Isabelle Bolger à l'intention de Francine Bollet, un pouvoir de Frédéric Valtou pour moi, un pouvoir de Philippe Jadot pour Thibaut Flynn, un pouvoir de Virginie Larue pour Gwenaëlle Claire, un pouvoir également d'Adélaïde Sassine pour Antoine Ingold. Il me manque également Monica Montoro. Non, c'est bon, on est bon. Donc ce sont les seuls pouvoirs que j'ai eus. C'est bon de votre côté également? Monsieur Thomas. Alors, normalement, Madame Imo est venue déposer ce matin un pouvoir en mon nom à la mairie. Madame Tamborini vient d'en envoyer un pour Madame Dupuis. Et Monsieur Julien a dû le faire parvenir pour Dominique Le Serre. Donc on est bien complet sur les 3 pouvoirs complémentaires. Il en manque un, lequel? Pardon? Il a dû arriver par mail il y a 3 minutes, celui de Madame Tamborini. Bon, on vérifie et on confirmera évidemment pour les votes de la séance. J'ai oublié personne? Parfait. Désignation d'un secrétaire de séance. Carole Garnelec, tu es d'accord? Merci beaucoup. On passe aux listes des décisions prises en vertu de l'article 21-22 du CGCT. J'imagine qu'il y a des questions. Monsieur Thomas. Oui, merci. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, j'ai pas mal de questions parce qu'effectivement, ces décisions, c'est des points qu'on ne voit pas dans les commissions. Et pourtant, certains sont, à mon sens, assez importants. Je vais commencer par les points les plus coûteux, on va dire, d'un point de vue budgétaire. À la fin des décisions, il y a deux MAPA, donc des marchés qui ne nécessitent pas une réunion de la commission d'appel d'offres, mais qui sont à la main de la collectivité et qui sont des décisions sur 2 sujets qui sont assez importants, puisque le premier, c'est la rénovation et l'aménagement des combles de la médiathèque pour un montant TTC de près de 500 000 €. Et le second, c'est pour la restauration de l'ancien hôtel de Ferrare, pour un marché partiellement attribué, semble-t-il, pour 550 000 € hors taxe. Sur ces 2 sujets, j'ai demandé un peu des précisions, des esquisses ou des choses qui permettraient de se rendre compte visuellement des travaux, parce qu'on n'a pas eu d'informations en ce sens en commission municipale. Et ce qui m'a été envoyé en retour quelques heures avant le conseil de ce soir, c'est le cahier des charges techniques. Donc le cahier des charges à destination des entreprises, qui, vous l'imaginez bien, est d'un niveau de détail et de technicité qui est bien au-delà de ce que j'imagine les uns et les autres
ont comme information sur ce projet, mais qui ne permet pas forcément de se rendre compte visuellement de ce qui va être fait, comment ça va être fait, à quoi c'est censé ressembler à la fin. Enfin bref, un projet de présentation, on va dire, qui serait plus destiné à des élus qu'à des entreprises. Est-ce que vous voulez que je vous dise tout d'un coup? Commencez par répondre à cette question, si vous le voulez bien. Ouais. Laurent Roussel. Alors sur le plan de l'hôtel de Ferrare, je ne l'ai pas, sinon je vous l'aurais diffusé. Enfin, je ne l'ai pas ici, mais on pourra vous le montrer, il n'y a aucun souci. On l'a déjà présenté à au moins une association, le CDRS, qu'il avait d'ailleurs présenté dans une de ses assemblées générales. Donc on peut tout à fait vous le montrer ou en parler, il n'y a pas de problème. Dans les grandes lignes, on restitue en fait le mur qui existait de chaque côté, sur toute la longueur du mur tel qu'il était à l'origine, et on laisse la porte 19e à la demande en discussion. C'est le fruit des discussions avec la DRAC, puisque c'est un dossier qu'on a vu évidemment avec la DRAC et l'architecte des bâtiments de France. Mais on pourra vous le montrer dans le détail sans difficulté. Et la médiathèque, c'est la poursuite des travaux qui étaient déjà engagés, qui se poursuit avec l'aménagement des deuxième et troisième étages pour répondre à des besoins de fonctionnement de la médiathèque et puis également sans doute d'entrepôts pour certaines collections de la ville. Merci. Juste sur le point de l'hôtel de Ferrare, le fait que les lots de couverture et de menuiserie aient été infructueux, ça n'a aucune incidence sur les travaux? Ça peut être fait après? Enfin, comment ça va être géré? Non, en fait, c'est parce que juridiquement, c'était infructueux, mais ça nous permet comme c'est assez rigide, normalement, on ne peut pas discuter, négocier. Là, ça nous permet de discuter avec les entreprises directement, en fait. Donc, elles seront... on a des entreprises qui ont répondu, mais c'était infructueux parce qu'il y a des points qui ne correspondaient pas. Mais comme on a déclaré maintenant infructueux, on va pouvoir juridiquement discuter en direct avec elles. Voilà. Donc ça n'empêche pas du tout de démarrer les travaux qui vont démarrer d'ici avant la fin de l'année, on va dire. Merci beaucoup. Toujours dans ces décisions, il y a une demande de subvention qui est faite pour un dispositif de vidéoprotection. Donc là, on parle d'une opération qui représenterait 1 430 000 € hors taxe. Et là, on sollicite une subvention. Et pareil, en fait, c'est pas un sujet qui a été développé sur le fond en commission et qui pourtant est important. Et là, quand j'ai demandé un peu des précisions sur ce que c'était, à quoi correspondaient les montants, combien on allait mettre de caméras, quel type de dispositif, etc., m'a été répondu que c'était trop tôt, car c'était des documents préparatoires et qu'en gros, on ne pouvait pas en parler. C'est un peu frustrant, en fait, quand on va passer des centaines de milliers d'euros en décision et que ces points ne sont jamais abordés en commission. Enfin, je rappelle quand même que les commissions, les uns les autres, les adjoints en tout cas, ceux qui ont en charge les dossiers, ont aussi la liberté de proposer d'autres points à la discussion, et ce serait bien, quand on parle de montants aussi importants, qu'on puisse être, si ce n'est associé, tout du moins qu'on ne découvre pas les éléments au cours d'une simple décision en début de conseil municipal. Alors en l'occurrence, sur les listes de décisions, c'est la sollicitation de la subvention, qui nous permet justement de prendre le dossier dans le bon sens, c'est-à-dire de savoir si, face à l'ambition que l'on peut avoir en termes de maillage, puisque l'intention est bien de développer à l'échelle de la ville le système de vidéoprotection, c'est-à-dire de l'étendre. On a déjà un maillage, on va dire, important, il s'agit de l'étendre et puis peut-être de le doter de technologies modernes, notamment sur tout ce qui concerne la lecture de plaques, pour permettre une verbalisation de plus en plus automatisée. Et puis, puisque c'est maintenant devenu un sujet aussi au niveau du bruit, donc avoir peut-être des dispositifs qui permettent de gérer tout ce qui est nuisance sonore excessive en centre-ville. En tout cas, avant de lancer concrètement une étude, il nous est apparu essentiel d'aller chercher des partenaires financiers pour nous aider à mettre le curseur sur l'ambition. Si nous avons des partenaires, nous pourrons aller évidemment aussi loin que nous l'avions envisagé. Si les partenaires financiers ne sont pas là, il faudra que nous revoyions la voilure financière du projet. Donc on est à la phase de sollicitation de la subvention, et quand on en sera évidemment à la présentation d'un projet, ce sera l'objet de pas mal de discussions, je l'imagine. Ouais, ok, je comprends.
Après, effectivement, ce chiffrage, il est, j'imagine, fait par rapport à une option de projet qui aurait elle-même quand même pu être présentée, même si on comprend bien que c'est un avant-projet, en tout cas avant de savoir si côté subvention les choses suivent. Mais ma remarque était, comme vous l'avez compris, plus générale sur ce qui passe en décision versus ce qui est discuté par le conseil municipal et en commission. Et puis mon dernier point, alors pour le coup c'est plus une interrogation à multiples facettes, appelons-la comme ça. C'est sur la décision pour la mise à disposition d'un bureau pour monsieur le député dans les locaux de la ville. Première remarque, je suis assez surpris qu'on découvre qu'il y a des locaux à disposition parce que quand les minorités ont fait la demande d'un local municipal, il a été répondu qu'il n'y avait pas de bureau à disposition dans la mairie et c'est pour ça que ce qui a été proposé comme local municipal est au bout de la rue Grande, à côté de l'école Paul Joson. Donc je suis très satisfait que entre le 30 juin, date de l'élection, et 25 juillet, date de la signature de la convention, il y ait des bureaux qui aient pu être découverts. Symboliquement, puisqu'il y a le plan qui est annexé, je trouve ça assez étrange, en tout cas, que ce soit le bureau de l'ancien directeur des services qui soit maintenant occupé par le DGS. Je ne trouve pas forcément que le message envoyé soit le bon. Donc ça, c'est les deux remarques liminaires. Et puis la troisième remarque, c'est sur le montant du loyer, que je trouve étonnamment faible. Et j'ai bien lu la convention. Alors on nous explique que ça ne correspond pas à un bail commercial. Ok, très bien. Et que le montant a été fixé par rapport à la valeur locative du marché, qui est de 12 € par mètre carré. Je pense que si vous faites l'exercice de chercher un logement privé de 20 mètres carrés à Fontainebleau, à 12 € du mètre carré, vous n'y arriverez pas. Vous n'arrivez pas à trouver un loyer pour un 20 mètres carrés à 243 € hors charge, auquel on va rajouter 24 € de charge mensuelle. Donc je suggère, en tout cas peut-être d'interroger la DGFiP sur ce qui se fait souvent, sur la valeur estimative de loyer approprié pour pas qu'il y ait de difficulté aucune. Merci pour votre bienveillance concernant les éventuelles difficultés. Alors, plusieurs éléments de réponse. Évidemment qu'un local pour les minorités, c'est un usage permanent, du moins j'espère. Là, il s'agit d'un usage totalement temporaire. Et qu'est-ce que veut dire le temporaire? C'était le temps pour monsieur le député de trouver des locaux, c'est chose faite. Donc on est vraiment dans un usage qui est tout à fait sur le court terme. Il a trouvé des locaux en ville et donc il n'occupera plus ce bureau qui sera d'ailleurs très prochainement voué à accueillir un ascenseur, puisque c'est bien cet endroit qui nous permettra de mettre l'hôtel de ville en accessibilité avec le projet d'ascenseur qui nous permettra de relier enfin le rez-de-chaussée au premier étage. Donc, de toutes les façons, ce bureau n'était pas voué à continuer dans son usage. Donc, on est vraiment dans l'utilisation de quelques créneaux de temps qui nous laissent entre le début de l'intention et le début des travaux. Donc, on est vraiment sur quelques semaines, quelques mois tout au plus. Et quant au tarif, bien écoutez, il peut vous appartenir de juger que ce n'est pas à l'échelle du marché. En tout cas, les valeurs que nous avons utilisées pour déterminer la valeur de ce petit bureau, c'est ce qu'on propose dans la délibération et dans la décision. Si ce n'est pas des références qui vous semblent pertinentes, ben écoutez, on verra effectivement ce que nous disent les autorités de tutelle, en tout cas ceux qui vérifient le contrôle de légalité. Néanmoins, on a là, je pense, une convention qui est tout à fait équilibrée dans son fond et dans sa forme. Et encore une fois, je le dis, c'est un usage temporaire, puisque dans quelques jours, monsieur le député prendra ses locaux en centre-ville. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces décisions? Merci. On peut poursuivre avec l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 4 juillet. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Bien, on va procéder à son adoption. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. De même pour le procès-verbal du conseil municipal du 12 juillet. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de prise de parole? Bien, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Quelques points d'information avant de démarrer ce conseil municipal et j'en ai un à vous proposer. C'est un peu en lien, Monsieur Thomas, avec la question que vous aviez prévue, donc j'espère que j'y répondrai au travers de mes quelques éléments, mais si ce n'est pas assez complet, évidemment que nous sommes à votre disposition pour y répondre. Il s'agit de tout ce qui concerne la sobriété en matière énergétique, puisque évidemment la ville de Fontainebleau, comme toutes les communes de France, comme les particuliers, comme les entreprises, est soumise à une réflexion sur ce qui concerne la sobriété énergétique, en tout cas la responsabilité qu'elle doit engager sur ce sujet. On a tous vu que les températures excessives de cet été sonnent comme un signal d'alarme et qu'il nous faut prendre des décisions à la fois sur le court terme, mais également sur le moyen et le long terme. C'est un sujet que l'on a évidemment travaillé en cette rentrée avec les services de la ville, mais qui sont aussi le fruit d'une démarche qui a été lancée en 2021 avec Fontainebleau en transition. Alors Fontainebleau en transition, c'est une démarche qui a voulu inscrire la ville dans cette ambition de neutralité carbone à l'horizon de 2050, mais également de préservation de tous les sujets de biodiversité, avec l'atténuation de l'impact des activités humaines et avec un concept que l'on souhaite être, avec ces mots de sobriété consentie. Il n'y aura pas de formule magique, mais évidemment la capacité pour les uns et pour les autres de s'inscrire dans une démarche visant à réduire notre impact sur l'environnement. Donc on s'engage aujourd'hui dans une nouvelle phase de cette démarche pour pouvoir un peu améliorer l'organisation de notre action publique et justement pour faire face, comme je le disais, sur tout ce qui concerne les aléas climatiques, énergétiques et notamment aussi les ressources en eau. On se fixe l'ordre de grandeur de 5% annuel et cumulé du budget investi dans des actions décarbonées ou encore destinées à la préservation de la nature en ville. Nos usages et la gestion des espaces, de nos équipements, constituent en la matière une priorité pour répondre à cette transformation. De manière transversale, on va demander petit à petit, avec de la formation à nos agents municipaux, d'être vigilants et donc d'être sensibles à tout ce qui peut concerner des économies actives concernant nos ressources. Et la commande publique sera également en la matière de plus en plus vertueuse. En tout cas, on y travaillera, notamment en ce qui concerne la fourniture et les matériaux écologiques, la limitation et le recyclage des déchets courants, de chantier notamment, et le verdissement du parc automobile. Nous avons une première série de mesures qui s'attellera à faire évoluer la gestion des bâtiments. Et la première concerne le court terme avec la consommation d'énergie, puisque les températures de consigne pour le chauffage des locaux seront abaissées de 1 degré, ce qui correspond à des températures de 18 degrés dans les bâtiments, exception faite de la maison de l'enfance et des résidences seniors, où la température sera maintenue à 19 degrés conformément aux réglementations en vigueur. Nous essaierons également, avec pragmatisme, de décaler la période de chauffe, de décaler à maxima le début de la période de chauffe. Évidemment, je dis pragmatisme parce que s'il y avait un hiver anticipé, nous serions également vigilants à ne pas laisser les agents et les utilisateurs des services publics dans le froid le plus complet. Quand je dis utilisateurs du service public, ça concerne également les équipements comme le théâtre ou comme la médiathèque. Dans la continuité du dispositif des certificats d'économie d'énergie dont on a bénéficié en 2021, nous aurons également la volonté de poursuivre le programme pluriannuel de changement des huisseries et de l'isolation thermique des bâtiments, avec l'idée de pouvoir progressivement, évidemment, répondre au remplacement de nos huisseries qui aujourd'hui, en termes d'efficacité énergétique, peuvent laisser à désirer sur certains bâtiments. Et on sera évidemment en conformité avec le décret tertiaire, puisque la ville aura procédé à la fin de l'année, à la fin même de ce mois de septembre, à renseigner toutes les documentations utiles et nécessaires pour que l'ADEME puisse lancer son observatoire de la performance énergétique. S'agissant aussi de l'eau, les équipements hydro-économes comme les chasses d'eau à double débit et la temporisation des robinets seront généralisés. Nous essaierons également de développer la récupération des eaux pluviales sur les toitures des équipements municipaux,
oui, la compétence, c'est une compétence communautaire, mais on s'engage aussi à l'échelle de la ville à avoir un traitement de proximité sur ces questions. Et je tiens également à saluer les démarches qui ont été entreprises dans les écoles, puisque les écoles de la ville sont déjà en grande partie équipées de quelques dispositifs de récupération des eaux de pluie. Nous aurons également une seconde série de mesures qui s'attellera à adapter les aménagements et la gestion des espaces publics, au premier rang desquels on peut penser notamment à la gestion du fleurissement, puisque dès l'année prochaine, nous essaierons de développer le fleurissement et des essences vivaces adaptées aux conditions locales et d'éviter les essences consommatrices d'eau. Et nous pourrons là-dessus continuer à proposer au Bellefontaine un espace public de qualité, fleuri, mais avec des essences qui viendront nous aider à gérer avec plus d'anticipation notre ressource en eau. Nous aurons également, concernant l'éclairage public, différents types de mesures. La première, c'est d'abord continuer ce que l'on a déjà commencé. Thibaut Fline a suivi ce sujet depuis le début de la mandature, c'est l'accélération du remplacement des ampoules traditionnelles à LED. Merci. Aujourd'hui, 35% des spots lumineux de la ville sont déjà équipés de ce genre de dispositif et nous allons accélérer le changement de ces ampoules avec des dispositifs donc plus vertueux. Et nous aurons également, comme d'ailleurs de nombreuses communes à l'échelle du pays, une réflexion active sur l'éclairage public et nous proposerons que soit rationalisée l'extinction échelonnée de l'éclairage selon un principe qui pourrait être le suivant, de garder en centre-ville, puisqu'il y a de l'activité jusqu'à 1h30 a priori, un éclairage public de qualité, mais d'interrompre l'éclairage de 1h30 à 5h, avoir en périphérie une extinction de l'éclairage public de 23h à 5h et en lisière de forêt, de veiller à l'extinction de cet éclairage dès 19h. Ces annonces seront évidemment faites dans les meilleurs délais et évidemment nous serons à l'écoute de tout ce qui pourrait être perçu comme des difficultés d'appréhension de ce dispositif. En tout état de cause, concernant la sécurité publique, vous savez que c'est un sujet qui nous préoccupe évidemment et que nous veillerons à la sécurité des Bellefontains sur ces sujets. Néanmoins, toutes les études faites par des organisations ou associations représentatives des collectivités démontrent qu'il n'y a pas de corrélation directe entre la hausse de l'insécurité et les dispositifs d'éclairage. On fera également attention à tout ce qui est peinture réfléchissante, c'est-à-dire qu'en éteignant un peu plus la lumière, nous veillerons à doter l'espace public de peintures au sol qui permettent un peu plus de réverbération de l'éclairage et donc de la lumière, et d'avoir là-dessus un peu plus de luminosité lorsque nous serons en période de nuit et que l'éclairage sera éteint. L'ambition porte aussi sur une gestion moins minérale de l'espace public avec réintroduction de sols plus perméables. Ça, c'est une démarche qui s'impose également à toutes les collectivités puisque les législations en matière de zéro artificialisation nette et de restauration des trames bleues et marron nous obligeront à avoir cette réflexion à chacun des projets que nous mènerons. Donc nous aurons là-dessus, avec vous j'imagine, beaucoup de sensibilité à redonner un petit peu d'espace végétalisé au sein de nos espaces publics. La place de l'arbre, mais également la réintégration dans les cours d'école d'espaces arborés et d'espaces plantés pour créer des îlots de fraîcheur seront au cœur de nos réflexions. Voilà un lot de mesures, enfin de plusieurs mesures qui nous permettront à court, à moyen et à long terme de répondre à cette exigence de sobriété. Et je n'ai pas parlé dans ces démarches de tout ce qui concernera les économies, on va dire, financières sur le coût de l'énergie, mais ce sera, on va dire, une incidence heureuse. Et avant tout, nous serons vigilants sur tout ce qui concerne la préservation de nos ressources. Voilà, Monsieur Thomas, j'espère que indirectement j'ai répondu à votre question qui était prévue pour la fin du conseil municipal, qui était de savoir ce que nous avions prévu en la matière. On avait justement prévu d'en faire part à ce conseil municipal. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? Je vais peut-être poser plus souvent de questions orales, ça va donner plus souvent l'occasion de définir des plans comme ça, sortis du chapeau. Merci, c'est bien, c'est des bons axes qu'on découvre en séance, donc on peut pas forcément
avoir une vision précise sur tout, mais peut-être vous pourriez nous donner des éléments un peu plus quantitatifs au-delà du qualitatif, parce que c'est vrai que quand on parle de laisser des espaces, des îlots de fraîcheur, etc., c'est quelque chose dont on a souvent parlé, en tout cas dans notre équipe, et on n'a pas forcément eu in situ les résultats attendus. Je pense à la place de la République, qui est quand même un exemple de contre-îlot de fraîcheur. Quiconque la fréquente d'ailleurs les jours de marché l'été peut s'en apercevoir, même pas les jours de marché. Donc c'est vrai que si maintenant ce principe est intégré, c'est heureux. Peut-être du coup quantitativement et en termes de calendrier, ces mesures-là, est-ce qu'elles sont d'application immédiate pour certaines ou immédiate ou cet hiver? Je pense par exemple l'éclairage public, est-ce que c'est dès maintenant? Et quantitativement, est-ce que vous avez chiffré, est-ce que ça va représenter en termes d'économie d'énergie en kilowattheure, qui est l'unité de mesure tant en électricité qu'en gaz? Je vois d'ailleurs, c'est bien la fin progressive des chaudières gaz, mais il n'y a pas si longtemps que ça, autour de cette même table du conseil municipal, on a signé un contrat de fourniture de gaz sur multi-annuel avec Engie Cofeli. Donc bon, tout ça est un peu contradictoire, mais c'est bien. Là-dessus, j'applaudis. Je laisserai Laurent Roussel sur le sujet du contrat avec le gaz. Il n'y a pas, à mon avis, de contradiction vraiment, puisque je pense que ce sont des sujets négociés qui nous permettent justement de maîtriser la question. C'est pas sorti du chapeau tout ça. Alors évidemment, la concordance peut vous faire sourire, mais tout ça, ça se décide pas en 3 secondes. Le temps d'un week-end, c'est le fruit d'une réflexion qui a été lancée durant l'été avec les services, constatant évidemment, comme partout en France, la hausse des coûts de l'énergie, mais la nécessité de nous inscrire, comme toutes les communes et tous les acteurs publics, dans cette gestion vertueuse de nos énergies. Sur les équipements et places publiques, alors oui, on peut évidemment se dire que avec l'effet rétroviseur qui peut manquer un peu de végétalisation, sur la place de l'étape, on nourrit l'espoir que les arbres plantés, évidemment, prendront toute leur place. Mais je pense que c'est difficile de juger, on va dire, des projets urbains lancés il y a peut-être une dizaine d'années. En revanche, aujourd'hui, avoir cette lecture-là, ça s'impose à nous et nous l'aurons. Et je pense qu'en responsabilité, vous et nous aurons la capacité d'applaudir des deux mains quand nous prendrons des bonnes décisions en faveur de notre environnement. Je ne suis pas sûr qu'il y a une dizaine d'années, je n'étais pas moi-même d'ailleurs pleinement conscient de ces sujets-là. Et on est chacun en train d'apprendre pas mal de choses sur la question énergétique. En tout cas, je suis heureux de découvrir que chaque jour, les services de la ville se posent les bonnes questions et nous proposent des solutions pour essayer d'être vertueux en la matière. Laurent, sur le gaz. Oui, juste une petite remarque sur le gaz. C'est vrai qu'on avait contracté il y a, je ne sais plus combien, 2 ans, 3 ans, avec Engie, un contrat sur le gaz. On ne regrette pas parce que je ne vois pas ce qu'on aurait fait à la place. Donc ça semblait être normal, puisqu'on a que des chaudières à gaz, de poursuivre, puisqu'on sortait de la géothermie. Donc il fallait bien trouver la fausse géothermie, puisqu'il s'agissait de gaz, fourniture de gaz uniquement. Mais il fallait bien sortir, en sortant de ce contrat de géothermie, contracter sur un nouveau contrat. Je rappelle quand même qu'on a réduit la consommation de gaz sur les 15 dernières années. Donc c'est quelque chose qui a été un souci constant. Donc on n'a pas démarré ce soir à diminuer notre consommation de gaz. C'est quelque chose dont on a toujours eu le souci en isolant un certain nombre de bâtiments notamment et en entretenant mieux, changeant les chaudières. Mais ça, c'est tout à fait normal. Je rappelle aussi que dans le contrat qu'on a signé avec Engie, on a une clause de performance énergétique qui nous permet de diminuer dans chacun des bâtiments la consommation de gaz. Et puis enfin, je vous rappelle qu'on a un projet de géothermie, de biomasse, qui est, comme vous l'avez dit l'autre fois, mixte gaz-bois, parce qu'on conserve les chaudières pour des raisons de sécurité. Mais néanmoins, peut-être qu'un jour, on va y arriver, on espère bien avant la fin de l'année. Enfin, en tous les cas, on ne désespère pas d'y arriver prochainement à signer ce contrat de biomasse qui, je le rappelle, concernera pour la ville 2 gymnases, Chaput et Martinel, et puis également l'école Saint-Honoré-Saint-Méry, et peut-être le théâtre prochainement, et puis également, c'est pas nous, mais il y a aussi la piscine, il y a les lycées, les collèges, etc. Donc on aura, et évidemment, on espère le château, l'école des mines, enfin on peut en citer encore, j'en oublie encore un certain nombre de bâtiments aussi de promotion privée. Donc on aura quand même une bonne partie de la ville qui sera financée, au moins en grande partie, avec de l'énergie bois. Voilà, donc on avance. Et en ce qui concerne les autres bâtiments, il reste encore tout à
à transformer, mais on y travaille déjà. Merci Laurent. Deux petites précisions et puis s'il n'y a pas de questions, on passera à l'autre point d'information. Je ne l'ai pas mentionné, mais concernant les éclairages de Noël, la commune, nous avons fait le choix de les maintenir pour la raison suivante, c'est que nous avons déjà un équipement qui fonctionne avec des LED, donc en termes de consommation, la dépense est assez maîtrisée. Ce qui coûte, c'est l'installation de ces éclairages. Nous avons souhaité, dans ces moments parfois importants, de festivités de fin d'année, ne pas non plus tomber dans l'excès inverse de ce qui est, à notre avis, la bonne gestion des sujets, c'est-à-dire d'avoir une gestion pragmatique des sujets et de ne pas tout couper du jour au lendemain. En tout cas, concernant les éclairages de Noël, nous les maintiendrons. Et puis, j'ai entendu le mot géothermie, ne pas s'interdire également à l'avenir de réexplorer un sujet qui, peut-être qu'avec les technologies modernes, permettrait d'avoir des réponses adaptées à nos besoins. Voilà. Monsieur Thomas. Oui, merci pour ces explications qui me donnent partiellement satisfaction parce que j'ai pas eu de réponse sur ni les éléments de calendrier ni les éléments quantitatifs qui me paraissent être quand même des indicateurs, en tout cas les éléments quantitatifs, des indicateurs clés pour savoir dans quelle direction on va et à quelle échéance on y va et ce qu'on se fixe comme objectif, parce que c'est bien de me dire que sur 15 ans on a réduit la consommation en gaz des équipements municipaux, mais sur 15 ans le patrimoine municipal il a très largement évolué et plutôt à la baisse. Ok. Peut-être, mais je n'ai pas ces éléments en tout cas. Mais est-ce que vous avez chiffré en tout cas ce que ce plan d'économie d'énergie pourrait représenter dès cet hiver par rapport à, je ne sais pas, la moyenne des 3 dernières années, le schéma classique, ce que demande l'ADEME en fait au final à l'ensemble des entreprises de France et des collectivités. Est-ce que vous avez pu d'ores et déjà évaluer l'impact de ces mesures individuelles prises collectivement, mais chacune d'elles, est-ce que vous avez pu l'évaluer d'ores et déjà ou pas encore ? On est en train de discuter avec les fournisseurs d'énergie parce que la première de leur affirmation, c'était de nous parler d'une hausse, évidemment, des dépenses énergétiques. Je ne vous cache pas qu'on n'était pas loin de quadrupler le budget à allouer à tout ce qui était des dépenses énergétiques. Donc la première de nos démarches, c'est d'essayer de réduire cet impact sur la hausse de la facture énergétique. Et concernant les objectifs à court, moyen et long terme, je crois que je les ai un peu dit dans mon propos, mais peut-être que je n'ai pas été assez clair. On se fixe l'ordre de grandeur de 5% annuel cumulé du budget concernant des actions décarbonées. Donc ça veut dire que tout ce dont on vient de parler doit nourrir cet objectif, c'est-à-dire l'action qui concerne l'isolation des bâtiments, mais également le changement du parc automobile. Ça, c'est un impact dont on souhaite mesurer l'efficacité à hauteur de 5% de nos budgets. Concernant les mesures d'économie d'énergie, c'est maintenant. C'est-à-dire le degré en moins, c'est tout de suite. C'est-à-dire qu'on ne chauffera pas au-delà de 18 degrés dans les équipements municipaux, tout de suite maintenant, à l'exception de la maison de l'enfance et des résidences seniors où nous resterons à 19 degrés. Donc ça, c'est des mesures immédiates. On essaiera de voir quel est l'impact. Je ne sais pas si au niveau des services, on a déjà des calculs. On a une idée, on parle, quand on baisse d'un degré, c'est 7% d'économie de chauffage. Donc, sachant que ça ne vous a pas échappé qu'on est en dessous de la moyenne nationale. Donc, on peut dire qu'on est particulièrement vertueux dans les économies d'énergie. Et nous aurons, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'action immédiate de l'éclairage également public, où là, on verra immédiatement sur la facture énergétique l'impact, mais soyons aussi humbles dans nos démarches. Il n'est pas certain que ça, non plus qu'il y ait des économies mirobolantes, mais c'est aussi une démarche, je dirais, respectueuse de notre environnement, puisqu'on est évidemment entouré d'une forêt et que ça peut aussi avoir un impact important pour tout ce qui est respect de la biodiversité. Donc il y a à la fois la facture énergétique, mais également notre action pour préserver la biodiversité autour de Fontainebleau. Il y a plein de choses à faire là-dessus et la démarche Fontainebleau en transition nous a permis quand même d'éclairer pas mal de sujets, en tout cas d'avoir une feuille de route assez ambitieuse sur le sujet. Si vous souhaitez des indicateurs plus précis, écoutez, à prochain conseil municipal, on vous montrera un tableau avec l'action et la mesure de l'impact escompté. On va avancer dans l'ordre du jour de ce conseil municipal avec un second point d'information. Thibaut Flynn
sur la DSP, Enedis et GRDF. Thibault. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Comme chaque année et comme c'est le cas dans les délégations de services publics, on présente ici pour information 2 rapports d'activité au titre de l'année 2021. Donc le premier concerne Enedis et EDF qui sont respectivement gestionnaires du réseau électrique et fournisseurs d'électricité. Et le second, la société GRDF qui s'agissant bien sûr du réseau d'acheminement de gaz. Ce sont des documents assez complets, près d'une centaine de pages, donc je ne vais pas vous en faire la lecture, mais je vais relever quelques points parmi les plus importants, comme le fait la note. Concernant Enedis et EDF, donc on a 11 330 clients à Fontainebleau. 421 mètres supplémentaires de réseau basse tension ont été mis en service en 2021, soit en renouvellement de réseaux existants, soit en extension de réseau lorsqu'il y a de nouvelles constructions. À noter que ces nouveaux réseaux basse tension sont intégralement en souterrain, ce qui marque aussi une volonté forte que nous partageons, nous la ville, avec ces sociétés, d'enfouir progressivement l'ensemble des réseaux aériens. Une durée annuelle de coupure de 87 minutes, ce qui reste raisonnable si on la rapporte bien sûr à la durée annuelle, et 447 000 € qui ont été investis par ces entreprises sur la commune, notamment en raccordement donc, ou en amélioration de réseau. S'agissant de GRDF, on a 4 624 clients sur la commune, donc un petit peu moins d'un foyer sur 2, ce qui représente 63 km de canalisation de gaz quand même sur notre commune, et 298 000, donc presque 300 000 € d'investissement ont été réalisés. 51 interventions de sécurité ont été effectuées, et à noter que des compteurs communicants, 64 en l'occurrence en 2021, ont été installés, ce qui permet aussi de moderniser les installations et d'améliorer, ça rejoint ce que Monsieur le maire a présenté précédemment, améliorer la gestion de la consommation, notamment pour l'utilisateur. C'est un peu l'équivalent du Linky côté gaz. Voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai, mais je pense que c'est assez complet. Je vous remercie. Merci Thibault. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation? Monsieur Thomas. Oui, plutôt une suggestion que j'ai faite aussi en commission, mais je ne pense pas que Monsieur Flynn ait été à la commission des finances, mais je pense que ce serait utile, et il y a un autre point plus tard dans l'ordre du jour qui en parle, il y a un avenant sur la redevance de concession. Les concessionnaires, que ce soit Enedis ou GRDF, versent à la collectivité une redevance dite de contrôle, dont l'objet est en théorie de pouvoir mandater de temps à autre une sorte de bureau d'études qui va un peu expertiser le patrimoine de la concession. Souvent, les collectivités ne l'utilisent pas et la gardent dans le budget général. Je pense que Fontainebleau, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas utilisé cette redevance de contrôle pour effectuer un contrôle du patrimoine de la concession, et que ça pourrait être utile pour avoir une vision un peu comment dire, en miroir de ce que les concessionnaires nous disent, de voir l'état réel du réseau. Le réseau d'électricité, en l'occurrence, pour le connaître un peu mieux, il n'est pas en très bon état à Fontainebleau. Il y a certes des enfouissements de réseau, mais vous comparez à énormément de centres-villes en France, en fait, il y a plein de centres-villes en France et souvent des centres-bourgs de villages où il n'y a plus un seul réseau aérien, ce qui n'est pas le cas à Fontainebleau. Et régulièrement, il y a des coupures aussi de réseau qui sont liées plutôt à de la vétusté matérielle qu'à des incidents sur le réseau de transport, par exemple. Donc ça vaudrait le coup, à un moment, pour une fois que je vous invite à faire une étude, saisissez l'opportunité de mandater effectivement un bureau de contrôle pour expertiser ce que les concessionnaires, tant Enedis d'ailleurs que GRDF, nous disent. Ça, c'était la suggestion. J'avais une question corollaire, mais qui est aussi une forme de suggestion. J'ai lu, alors je ne l'ai pas lu en entier, je ne vais pas vous mentir, mais dans le rapport Enedis qu'en 2021, il y avait eu 5 raccordements d'installations de production sur le territoire de Fontainebleau, dit autrement des panneaux photovoltaïques qui ont été installés. Je voulais savoir si, vous saviez précisément où est-ce qu'ils ont été installés, et 2, puisque la loi a quand même largement évolué ces dernières années, dans les périmètres qui sont ABF, donc ce qui est quasiment l'ensemble de la totalité du territoire de Fontainebleau, quelles pourraient être les démarches de la ville pour inciter davantage de particuliers à s'équiper, le cas échéant, quand c'est possible, en panneaux photovoltaïques. La règle maintenant pour les ABF, ce qui rend
possible entre guillemets les projets, c'est s'ils ne sont pas en co-visibilité ou en intervisibilité du monument historique concerné, c'est-à-dire que si depuis le monument historique on ne voit pas l'installation de production, ou entre la maison et le monument historique, s'il n'y a aucun endroit où on voit les deux de manière simultanée, ce qui me semble être le cas de pas mal de quartiers. Enfin, je pense par exemple Plaine de la Chambre, le monument historique en question, ça doit être la chapelle du Bon Secours. Je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où on ne voit pas depuis la maison, la chapelle du Bon Secours et réciproquement. Donc voilà, je pense qu'il y a des possibilités qui existent et que c'est probablement trop peu connu des Bellifontins. Donc si on pouvait aussi regarder ce point-là, ça contribuerait à consommer aussi, avoir de la production locale, ce qui limiterait l'impact sur le réseau, tant pour les particuliers, même pour la collectivité. Je vais laisser Laurent apporter quelques précisions, mais il me semble, chère Francine, que ces sujets sont aussi en cours avec l'ABF pour essayer d'avoir une réflexion sur cette question, puisque nous sommes maintenant site, on est SPR, donc évidemment que c'est avec l'ABF que nous devons construire ces politiques. Et je crois que Francine Bollet est déjà en train de discuter du sujet avec l'ABF. Et concernant le développement des raccordements, cher Laurent. Alors, je n'ai pas le détail des raccordements, je voulais juste mentionner qu'effectivement, c'était un sujet qui était discuté depuis de nombreuses années avec l'ABF, que pendant longtemps, l'ABF s'opposait strictement à toute installation. Donc, tous les dossiers qu'on avait essayé de monter nous-mêmes, parce que vous parliez des particuliers, mais aussi la ville, et notamment les écoles qui peuvent être, qui pourraient sur les toitures avoir des photos du photovoltaïque, et d'ailleurs on n'exclut pas d'en installer dès qu'on aura avancé sur le sujet. Voilà. Mais concernant les raccordements, je ne sais pas lesquels sont en voie. Je crois que c'est difficile d'avoir l'état des raccordements en tout cas. Mais sur la démarche de photovoltaïque, on va mener des réflexions et évidemment que ça peut être un plus pour les particuliers, pour la commune également. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point d'information ? Bien, on va pouvoir passer au point suivant avec Gwenaëlle Claire sur un point d'information sur la rentrée. Oui, bonsoir. Merci, Monsieur le maire. Rapidement, donc, sur cette rentrée 2022-2023, un petit point d'information avec des indicateurs. Une entrée calme et sereine pour la ville de Fontainebleau. 1065 enfants ont donc fait leur rentrée dans les écoles publiques de la ville, réparties, ça vous le savez, sur les 8 écoles maternelles et élémentaires et le primaire du Bréau. Pas d'ouverture ni de fermeture de classe enregistrée cette année. Pour rappel, nous accueillons 144 élèves par dérogation scolaire, principalement donc dans les sections anglophones et germanophones. En ce qui concerne les services périscolaires, ils sont utilisés donc à quasiment 30% des effectifs scolaires sur l'accueil du matin, plus de 87 en restauration scolaire et 58,20 sur l'accueil du soir. Bien évidemment, ce sont des inscriptions et c'est variable en fonction des jours, les présences moyennes étant inférieures, puisque nous avons 70 enfants, donc à peine plus de 6% sur l'accueil du matin en moyenne par jour, 834, ça reste élevé sur les temps de cantine, 78%, et un petit peu plus 30% sur l'accueil du soir. Pour rappel, et sur la commune, contrairement effectivement aux tendances du territoire, nous avons des effectifs scolaires qui sont stables sur les 3 dernières années, autant dans les écoles élémentaires et maternelles publiques que privées. Merci Gwenaëlle. Est-ce qu'il y a des questions sur cette rentrée scolaire ? Merci, on va pouvoir passer au point suivant avec Judith Reynaud qui va nous parler également de la saison culturelle qui s'ouvre. Ça surprend. Du coup, excusez-moi. Il faut que je retrouve le...
je ne sais pas quelle page c'est. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Hop. Ah oui, alors non, attendez, j'ai le passe culture, alors ça doit être avant. Ah, pardon, excusez-moi, je dois le retrouver. Alors, on parle de la saison culturelle. Ah bah si, c'est ça, c'est le lancement du pass culture en premier. Alors, on en avait parlé la dernière fois, donc le pass culture, j'imagine que tout le monde connaît ce dispositif puisqu'il s'adresse donc aux collégiens et lycéens. Ils peuvent donc acheter avec ce pass culture des loisirs culturels qui vont des livres au cinéma en passant par le théâtre. Donc du coup, on s'est inscrit, nous, à le théâtre. Alors, pour janvier 2023, on n'a pas pu le faire avant pour des raisons de signature de convention. Mais du coup, il y a une réduction des réductions sur les places de théâtre et on a ajouté aussi des réductions sur l'inscription au conservatoire ou à l'académie Coméras, donc qui interviendront donc à la rentrée prochaine. Au niveau des événements, alors je ne sais pas si vous avez vu le petit programme de Culture Blo, qui est en fait l'événement qu'on avait appelé Nuit Blanche pour coller à la Nuit Blanche de Paris. Malheureusement, la Nuit Blanche de Paris a été décalée en juin. Donc nous, on a estimé que ce n'était pas possible de nous-mêmes décaler cette manifestation parce qu'on a plein de festivals en juin très importants que vous connaissez. Donc on a décidé de la maintenir au premier samedi du mois d'octobre et donc de changer son nom en l'appelant Culture Blo. Du coup, il y a plein de choses qui se passent dans la ville, donc je ne vais pas épiloguer. Je pense que vous avez tous vu le programme en fait et les affiches. Bien sûr, l'événement phare. Alors cette année, on a choisi de faire un événement phare qui aura lieu à la médiathèque, et c'est la performance d'une artiste plasticienne qui fait de la danse, de la photo, et qui va donc animer et embellir la médiathèque le temps de cette soirée. Donc je vous invite à aller. Il y a 3 temps forts, vous verrez, il y a des heures qui sont précises à partir de 20h. Il y a aussi une compagnie locale, Spera, qui sera à l'Académie Coméras à 20h, enfin entre 18h et 20h30. Il y a bien sûr l'exposition de Joss Blanchard qui se poursuit à la salle des fêtes. Voilà, donc je vous donne quelques événements par rapport à cette manifestation. On va aussi donc, alors ça commence dès l'après-midi jusqu'à minuit en fait en fonction des endroits, et quelques galeries d'art contemporain s'associent à cet événement pour rester ouverts et présenter aussi leurs artistes ce soir-là. Alors, création des impériales à Fontainebleau. Oui, les impériales. Donc vous savez que c'est en général entre octobre et novembre. Donc nous, avec notre label Ville Impériale, on se doit bien sûr de s'associer à ces manifestations. Donc en fait, on ne va pas le proposer en octobre parce que le château fait déjà un week-end de reconstitution, comme chaque année, et qui marche très bien, mi-octobre. Et du coup, pour que nous, on puisse exister, que l'événement puisse exister, on a décidé de décaler l'événement au 3e week-end de novembre. Voilà, et la programmation va être donnée. Ensuite, alors j'essaye quand même de ne pas être trop longue. Alors, les événements culturels nationaux, il y a les nuits de la lecture qu'on faisait déjà. Donc on va essayer de renforcer ces nuits-là. Ça a lieu le 21 et le 22 janvier 2023. Alors, et une nouvelle manifestation dont on avait parlé au moment quand je vous avais présenté la saison théâtrale, c'est une manifestation qui s'appelle les Langagières, qui tourne autour de la poésie, avec 2 pointures de la poésie qui viennent du TNP de Villeurbanne et qui vont animer pendant tout un week-end. On va donner des cartes blanches à des comédiens et des rencontres aussi avec des poètes pour justement faire vivre mieux la poésie. Ça va s'accompagner j'avais parlé des BIP, c'est les brigades d'intervention poétique, c'est en fait dans les établissements scolaires. L'idée, c'est d'intervenir dans les classes et de lire des poèmes, comme ça, de venir dans la classe, de lire des poèmes et de repartir pour interpeller les jeunes sur la poésie.
La résidence artistique de Joss Blanchard, je vais passer assez vite puisque j'imagine que bon nombre d'entre vous est allé voir au théâtre dans la salle des fêtes l'exposition. Donc en fait ça se passe très bien. Il y a déjà des premiers retours. Il y a une médiation avec les enfants où Joss explique comment elle peint et comment elle peint ces arbres remarquables. Donc à la fois il y a une éducation culturelle et artistique et à la fois aussi une éducation sur la transition écologique puisqu'elle explique son amour des arbres et toute la relation qu'elle a avec l'association Arbre qui permet de protéger les arbres. Concernant les événements culturels, donc la médiathèque, pareil, une exposition que certains d'entre vous ont vu qui s'appelle La parure des mots, l'iconographie du livre ancien. C'est en fait la présentation des images et de l'illustration dans le livre. Et c'est un programme qui a été monté par notre commissaire d'exposition, Louise. Et c'est vraiment une très belle expo. On fait le comptage des passages des personnes. Donc je pense qu'à la fin de cette expo qui s'est terminée d'ailleurs, qui va se terminer le 2 octobre. Donc ce week-end, on pourra donner un ratio de nombre de personnes qui sont venues. Et c'est important puisque je vous rappelle que cette exposition, elle a pour objet de mettre en valeur les collections du musée, puisqu'on a l'appellation Musée de France et qu'on se doit, puisqu'on n'a pas refait de musée, on se doit de présenter nos collections une fois par an ou une fois tous les 2 ans au public Bellifontaine et autres. Voilà. Bien sûr, il y a d'autres choses qui se font à la médiathèque, mais ça, vous connaissez, c'est tout ce qui se fait. Alors, la nouveauté, c'est on en reviendra dans le règlement intérieur en fin de conseil. Je vais vous faire redire que le règlement intérieur de la médiathèque a changé. On prête des jeux vidéo, donc aux enfants. Au niveau de l'école Coméras, on a des expos, comme chaque année. Donc cette année, 4 artistes seront exposés avec une programmation qui vous sera donnée. Et on avait ajouté aussi à ma demande un cours pour les adolescents le mercredi après-midi, parce qu'en fait on fait beaucoup de cours pour adultes et moi je trouvais que l'idée était bien, on a partagé l'idée avec les services bien sûr, d'offrir en fait aux enfants un cours académique sur le dessin, d'autant plus que en fait on sait que les élèves qui sont passés par l'académie Coméras réussissent mieux l'entrée dans les facs d'art ou les écoles d'art. Au niveau du conservatoire, alors vous savez tous qu'on a enfin un nouveau directeur et que du coup il s'est occupé de terminer la fin d'année et la rentrée, qu'on a recruté tous les professeurs puisqu'il manquait quelques profs, donc là on est au complet. Pour le conservatoire, à noter aussi une collaboration avec le château. Thomas Engelbrock, que vous connaissez, et le chœur Balthazar Neumann qui œuvrent au château. Eux, ils ont une résidence de 3 ans. Du coup, on a fait un parallèle avec le conservatoire et les élèves du conservatoire pourront rencontrer ces musiciens très talentueux lors de masterclass, de répéter avec eux. Donc ça, c'est vraiment un super événement, c'est super chouette de pouvoir associer le château et le conservatoire sur ce travail-là. Voilà, donc et aussi, oui, peut-être avec le chœur et la classe orchestre de l'école Lagorce, on va essayer aussi de renforcer les liens entre le conservatoire et nos classes orchestres. En parlant de la classe orchestre, il y en avait une et maintenant on ouvre la 2e cette année, en septembre à Lagorce. Et il y aura un événement de remise des instruments auquel quelques élus participeront le 13 octobre au château, avec la marraine des classes, Diane Ligeti, que vous connaissez puisque c'est la directrice de la Fondation des écoles d'art américaines. Enfin, le conservatoire, comme on a un nouveau directeur, on va pouvoir s'atteler à retravailler le projet du conservatoire, puisque vous savez qu'on est conservatoire à rayonnement communal. On avait envisagé peut-être de devenir départemental, mais ça semble compliqué, donc on va déjà rédiger le projet pour être CRC. Et du coup, je pense que je reviendrai dans un conseil futur sur ce projet-là. Au théâtre, donc pareil, nouveau directeur du conservatoire, nouvelle directrice au théâtre. Donc on a essayé d'avoir une saison, je vous l'avais présenté la dernière fois,
à la fois dans ce qu'on faisait, mais aussi nouvelles, avec des nouvelles choses, dont les langagières, dont je vous ai parlé. Aussi une nouvelle communication. Je sais que certains d'entre vous l'ont vu à travers la ville, là, avec les grandes affiches, avec les aplats de couleurs et les phrases. On a essayé d'être plus interpellant et avoir une communication aussi plus jeune. L'idée, c'est d'accueillir aussi des plus jeunes. On a essayé d'avoir des spectacles aussi à destination de ce public. Voilà. De toute façon, je pense que vous avez vu tous la plaquette qui est rose et un peu en longiligne, et en plus aussi avec un nouveau format, avec comme un carnet à souches pour pouvoir découper les petites souches et les coller sur son frigidaire pour penser à venir au théâtre. Les tarifs, les tarifs ont été révisés aussi parce que penser un peu cher, en tout cas avec des tarifs pour les étudiants, ça c'est sûr. Et comme je vous le disais, ils pourront effectivement utiliser le Pass Culture pour acheter les spectacles. J'ai parlé du musée tout à l'heure, dans le cadre des Impériales. En fait, nous avons créé, c'est un bien grand mot, c'est la création d'un service avec 2 personnes pour justement gérer ces collections patrimoniales. Le recollement de tous les objets qu'on a est en cours, et l'idée, c'est toujours de les valoriser via des expos temporaires, comme on le fait là avec les Impériales. Voilà. Et on prépare, il y aura une très très belle exposition sous le Second Empire qui sera présentée, pas cette année, mais l'année prochaine, en novembre 2023, qui sera sur le thème de l'Égypte, Napoléon et l'Égypte. Il n'y aura pas que ça, mais notamment. Voilà, j'ai essayé de faire court. J'espère que ça vous va. Non, merci beaucoup. Trop long. Merci beaucoup. Merci. Merci Judith. Est-ce que ça appelle des questions? Je pense qu'on a eu tout le détail, donc je ne pense pas qu'il y ait besoin d'éclairage sur le sujet. Merci pour ce point d'information. On va pouvoir démarrer les points soumis au vote ce soir avec un premier point présenté par Gwenaëlle Claire sur la fixation de la liste des candidats admis à concourir pour le sujet groupe scolaire Lagorce. Absolument. Donc, suite à la validation du déroulement et de l'organisation du concours au mois de mai dernier, un petit rappel de calendrier. Donc, il y a un premier avis de publication qui datait du mois de juin, suite auquel donc les candidatures qui étaient au nombre de 109. La date limite avait été fixée au 11 juillet 2022. Par la suite, donc, une commission technique s'est réunie début août et nous avons eu le plaisir de réunir premier jury de concours le 7 septembre dernier pour retenir, donc après examen de ces candidatures, 3 candidats sélectionnés donc pour participer à cette seconde phase. Les 3 candidats sont Bruno Madère, architecte dans le 19e à Paris, MU Atelier d'architecture et des clics et des calques, eux sont dans le 11e, et Dominique Coulon et associés qui sont eux dans l'Est de la France à Strasbourg. Il y a un candidat suppléant qui est effectivement aussi un groupement Oyapoc Architecte et Osson Architecte dans l'éventualité d'un désistement. Donc il vous est demandé d'approuver ces 3 candidats que je viens de vous citer, ainsi que le candidat suppléant. Merci Gwenaëlle. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Eh bien, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. Point suivant, toujours Gwenaëlle Claire, sur la fixation des indemnités justement des membres de ce jury de concours. Voilà, donc même sujet toujours, effectivement. Pour rappel, ce jury qui s'est réuni donc début septembre est composé bien sûr d'un tiers de personnes de la commission d'appel d'offres, un tiers par des usagers que nous avons désignés, et nous avons également des personnes disposant de même qualification, d'une qualification équivalente à celle que nous exigeons des candidats qui participent
participer à ce concours, autrement dit, pour la plupart des architectes. Donc l'ensemble de ces membres ont voix délibérative pour ce projet et on vous propose de fixer la somme, donc une somme à 800 € TTC pour chaque membre du jury. Donc chaque membre du jury qui sont bien sûr ce tiers de personnes, ce tiers de professionnels, architectes ou paysagistes. Et évidemment, les usagers et les élus ne sont pas indemnisés pour participer à ce jury. Donc 800 € TTC avec remboursement également de leurs frais de transport. Donc cette indemnité leur sera versée à la fin de la procédure en une fois, au prorata bien évidemment de leur présence à ces réunions. Merci Gwenaëlle. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Monsieur Thomas. Oui, pardon, j'étais en train de sourire parce que dans le visuel qui, j'imagine, est fait pour les réseaux sociaux, je pense que la personne qui est en train de vous parler, elle vous parle plutôt qui est Madame Gégaud, du quartier de la Plaine de la Chambre. Elle ne vous parle pas de l'extension du groupe Lagorce, elle vous parle probablement du projet de FSM de démolition des logements du quartier. Mais bon, ça mise à part, ça m'a fait sourire. Sur les indemnités du jury, on a fait la remarque en commission, mais c'est vrai que déjà pour la première réunion, c'était pas précisé. Et, du coup, on s'excuse. Madame Tamburini qui était titulaire et moi suppléant de ne pas avoir pu participer. Mais c'est vrai que c'est une réunion qui a duré 7 heures. Et si on nous prévient pas que ça dure 7 heures, on pense pas qu'une réunion qui commence à 9 heures va se finir à 16 heures. C'est assez peu commun. Donc, on n'a pas pu y participer. Et on a compris qu'il y aurait que 2 réunions du jury en tout et pour tout, celle qui a eu lieu, puis celle de sélection finale, et on trouvait ça dommage qu'il n'y ait pas une méthode. Et il y a des méthodes entre guillemets pour prévoir des échanges plus réguliers avec les candidats préqualifiés pour tenir compte de certaines remarques qui ont pu être faites ou qui pourraient être intégrées. Je le dis puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Par exemple, on parlait de la production photovoltaïque, c'est pas dans le cahier des charges initial. Est-ce que c'est quelque chose que la collectivité pourrait demander à être étudié par les candidats ou prendre en compte plus certains aspects que d'autres? On parlait des revêtements qui doivent aussi pouvoir s'appliquer pour les cours d'école. C'est dans le cahier des charges, mais c'est pas forcément priorisé par rapport à d'autres choses. On trouvait que c'était un peu dommage le rôle qui était du jury qui était restreint à juste validation initiale des candidatures, puis choix du candidat final, et pas qu'il puisse y avoir d'échanges entre guillemets avec, au moins de demandes complémentaires du jury à ces architectes qui vont travailler sur les projets. Et pour 2 réunions, 800 € par personne qualifiée, c'est quand même pas donné. Donc, s'il n'y a que 2 réunions, ça nous paraît un peu cher comme indemnisation. Gwenaëlle. Alors, plusieurs éléments de réponse. La première concernant donc votre présence. Alors peut-être que vous l'avez mal compris, mais il y a effectivement une convocation qui est partie, convoquant tous les membres du jury de 9h à 15h30. Donc voilà, on a quitté cette réunion-là à 14h50 ce jour-là, donc on était complètement dans les temps, mais tout le monde était convoqué sur ce laps de temps-là. Enfin, on a tous, j'imagine, reçu la même convocation, y compris ces experts-là. L'un d'entre eux a été obligé de nous quitter avant, il n'a donc pas participé au vote. Mais enfin à peine avant, parce qu'effectivement il avait une contrainte, mais pour la plupart ils sont restés là. Je pense, alors on est plusieurs autour de cette table à pouvoir témoigner, mais vous pourrez questionner aussi les usagers qui ont peut-être une approche différente de la nôtre, mais je crois qu'on était tous assez unanimes pour dire que les échanges avaient été extrêmement riches justement avec cette partie du jury, pour la bonne et simple raison que sans eux, Judith est à côté de moi, on n'aurait pas avancé beaucoup sur la présentation de ces nombreux projets d'architectes. Donc ces questions-là, alors déjà la question du photovoltaïque et autres, toutes les questions effectivement sur la transition écologique, ça fait partie des éléments les plus importants de ce cahier des charges, donc c'est pris en compte. Et puis effectivement, ça va être étudié. Alors, vous avez bien compris que ces personnes-là sont des personnes extérieures, hein, c'est pas des personnes qui candidatent.
Donc le projet se fait en parallèle auprès des 3 candidats que l'on a pu retenir. Là, ce n'était pas un projet d'école Lagorce qui nous a été présenté lors de ce premier jury. On présente les candidats, ils prennent par la suite, on en retient 3, qui prennent acte du cahier des charges et vont nous présenter au mois de décembre leur projet pour qu'on fasse notre choix au mois de février. Donc il y a un travail qui va se faire finalement sur les mois à venir, pas forcément en présentiel sur des réunions de 6 ou 7 heures, et pour cause, parce qu'on n'est pas tous disponibles sur 6 ou 7 heures, c'était quelque chose d'assez lourd, mais voilà, il y a un vrai suivi du projet, et on prend effectivement en compte et très au sérieux tous ces éléments-là. Et ils étaient là, alors peut-être que Judith voudra rajouter, mais ils étaient vraiment là pour nous éclairer et apporter des éléments, ne serait-ce que sur leur connaissance du cabinet en lui-même et des professionnels, et puis surtout des techniques autres qu'on a pu voir apparaître sur certains de leurs projets précédents qui nous étaient présentés en photo, en fait. Judith Reynaud. Si je peux ajouter, pour moi, ils étaient indispensables. On a eu 119 dossiers de présentés pour concourir à ce projet. Bien sûr, tous n'avaient pas été retenus, mais sans leur éclairage, on aurait peut-être choisi des cabinets qui se ressemblent. Donc, en fait, l'idée, ils nous ont vraiment éclairé sur qui choisir. Par exemple, dans les 3, il y a un cabinet qui est expérimenté et il y a un cabinet de jeunes architectes pour pouvoir justement avoir des propositions qui soient variées, tant en termes d'architecture que de tarifs, que d'intégration de la transition écologique, etc. Donc, pour moi, c'était très important qu'ils soient là. Merci pour ces précisions. Juste, quand même, M. Thomas, parce que insidieusement, il y a quand même l'évocation du quartier d'FSM qui a été glissée au travers du commentaire sur la photo. Madame Gégaud est là tout le temps dans les réunions, hein, donc il n'y a pas de problème, elle sera là sur toutes les photos. Non, plus sérieusement, on entend ici et là dire que le quartier de la plaine de la Chambre va être complètement détruit et qu'on a une restructuration, on va dire, négative de cet ensemble. À date, il n'y a aucune information concrète sur le projet. C'est les FSM dans leur stratégie qui ont une intention de recomposition de l'habitat dans ce quartier. À date, il n'y a aucune information concrète. La ville va évidemment discuter avec les FSM, mais aujourd'hui, ce qu'on entend ici et là, c'est juste des rumeurs pour faire peur, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun élément concret. Il est évident que ce quartier est un quartier qui a une typologie, un habitat bien particulier, et que si rénovation il y a, on le fera en bonne intelligence avec le fonctionnement, les usages et les habitudes de ce quartier. Mais je tiens à le dire parce qu'on entend ici et là des rumeurs. On viendra présenter à la population, on viendra informer les gens quand on aura des éléments pour pouvoir étayer une conversation sur le sujet. Mais merci de m'avoir laissé l'occasion de parler de cette question rapidement au conseil municipal ce soir. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Juste, j'ai toujours pas compris si le rôle du jury était limité à la sélection des candidatures. J'y vais, monsieur Thomas. Alors, effectivement, le jury, c'est encadré dans la procédure de concours. Il y a bien 2 réunions. On sélectionne les candidats et puis on valide les dossiers. Entre-temps, entre ces 2 réunions qui sont encadrées dans le schéma de concours, il y aura des réunions dites techniques où nous pourrons peut-être échanger sur les intentions, sur les axes stratégiques ou sur les options à prendre dans le cadre de ce projet. Mais le jury en tant que tel, il y a bien 2 réunions, une d'ouverture et une de clôture. Et puisque vous avez mentionné le sujet, c'est intéressant, on va en parler, mais il n'y a pas d'éléments concrets des foyers de Seine-et-Marne. C'est logique, leur calendrier, c'est ce qui a été voté en conseil municipal. C'est pas nous qui l'avons présenté, hein, c'est la majorité municipale. C'est effectivement un programme qui commence en 2026 par la démolition, la plaine de la Chambre phase 1. Si Madame Bolgert était là, elle pourrait en parler, mais c'est bien ce qui a été approuvé par le conseil municipal de Fontainebleau dans la convention entre la ville, les foyers de Seine-et-Marne et l'État sur le développement à 10 ans, d'ici 2030, du logement social à Fontainebleau. Donc ce n'est pas des rumeurs infondées. Il y a quand même un planning qui n'est certes qu'un planning prévisionnel sur lequel il n'y a pas encore d'éléments tangibles, mais quand même il y a une intention, d'agir sur ce quartier parmi les quartiers prioritaires, c'est-à-dire après le Bréau, c'est le 2e quartier qui est censé être concerné.
Donc vous l'avez dit vous-même, Monsieur Thomas, c'est à l'échelle de la ville de Fontainebleau. Oui, le quartier de la Plaine de la Chambre, il y a des interventions urgentes à faire sur certains logements. On partage aujourd'hui la situation, hein. Il y a des interventions qui sont nécessaires et le bailleur assumera ses responsabilités. Mais à date, il n'y a aucun projet concret. Et quand on entend dire ici et là qu'il y a des projets de construction de hauteur, de densité, non. Il y a un nombre de logements détruits et un nombre de logements reconstruits qui figurent dans la Convention. 74 logements détruits et pour 140 reconstruits. En général. À l'échelle de la Plaine de la Chambre. C'est ce qui est marqué dans la Convention que vous avez voté. Concrètement, quand nous aurons des éléments, on pourra en discuter. Oui, mais comment la ville, comment la majorité municipale a pu voter une convention sans avoir de détails de la part de l'opérateur? C'est une convention stratégique pour les foyers Seine-et-Marne qui donnent leur plan de développement et la ville étant partenaire, il y a un bailleur à l'échelle de la ville, on travaille avec les FSM. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que ça ne sert à rien d'allumer des mèches là où il n'y en a pas. Quand on aura un projet concret, on en débattra et on discutera avec les habitants de la Plaine de la Chambre, avec vous-même également, vous serez associés à toutes les discussions. Aujourd'hui, c'est prématuré d'allumer des mèches sur le sujet, vous en conviendrez. Moi, je ne suis pas le représentant de la Plaine de la Chambre. Les mèches, ce n'est pas moi qui les allume, c'est les habitants qui suivent nos débats au conseil municipal. On ira à leur rencontre. Les habitants qui ont vu le conseil municipal de février où justement ce point a été discuté, où justement aussi il y a un tableau récapitulatif qui est précis, qui a été fourni j'imagine par les foyers de Seine-et-Marne et sur lequel vous ne pouvez pas vous contenter en tant que collectivité de dire c'est pas nous, c'est le plan du bailleur. Vous co-signez un document. On donc ira, a priori Monsieur vous devez Thomas, aussi on ne va pas tourner en boucle sur le sujet. Je vous avais posé une question, je vous ai répondu. Quand on aura des éléments concrets, on en discutera ensemble et on ira évidemment le présenter aux premiers intéressés que sont les habitants du quartier La Plaine de la Chambre. Avant qu'il soit décidé. Sur cette délibération, vous voulez bien, qui est contre? Qui s'abstient? Vous avez les pouvoirs, hein, c'est ça, donc merci. Délibération suivante. Monsieur Roussel, Laurent, le marché de réfection des sanitaires de l'école Saint-Méry. Oui, alors rapidement, puisqu'il s'agit des sanitaires de l'école Saint-Méry, donc c'est un avenant qui porte sur 4 929,40 € et qui consiste essentiellement à remplacer des réseaux d'évacuation amiantés par un réseau PVC. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Laurent, toujours sur le marché de rénovation de l'aménagement des combles de la médiathèque. Donc là, c'est l'aménagement des combles de la médiathèque. Donc c'est le petit bâtiment qui est à l'angle de la rue Royale et de la rue de l'Arbre Sec qu'on est en train de rénover complètement. Et on en a parlé déjà tout à l'heure dans le cadre du MAPA notamment. Et là, on est sur un avenant pour l'électricité sur le passage des canalisations qui ont été détruites suite aux travaux plus importants que ce qui était prévu. Donc on a un avenant de 20 871,84 €. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. Sujet suivant. Carole Garnalec va nous parler de la DSP sur l'exploitation et la gestion du marché forain, mais l'exercice 2021. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je vous présente en quelques mots, vraiment très succinctement, le rapport annuel de la Somarep sur la gestion du marché forain, c'est-à-dire le marché Saint-Louis qui se tient tous les mardis, vendredis et dimanches sur la place de la République. Donc c'est la Somarep qui produit ce rapport pour l'année 2021. Donc l'année 2021, pour rappel, elle a été marquée par l'application de mesures sanitaires et de confinement pour lutter contre le Covid. L'installation des commerçants sur le marché a donc été restreinte au seul forain alimentaire. Ce n'est qu'en mai 2021 que le marché a retrouvé sa configuration normale en accueillant 73 abonnés et en moyenne 21 forains volants. Au plan financier, la situation s'est maintenue par rapport à 2020, elle s'est même améliorée. En effet, en 2021, malgré le contexte sanitaire dégradé, des recettes sont en hausse avec un total hors taxe de recettes de 202 893 €, soit une augmentation de 11,3%. La Somarep pense que les opérations commerciales qu'elle a organisées avec les forains en 2021 pour soutenir le pouvoir d'achat, opérations qui ont consisté par 2 fois en juin et décembre 2021 en la vente de chéquiers dont la valeur faciale était de 20 € mais que les Bellifontins ont pu acheter au prix de 10 €.
Ces opérations commerciales ont boosté particulièrement les dépenses sur le marché, ce qui explique effectivement une hausse des recettes. En parallèle, on constate également une baisse des dépenses par une restructuration, notamment des équipes qui sont en charge du montage et du démontage des installations du marché sur la place de la République. Les dépenses ont baissé avec un total de 191 677 € hors taxes, ce qui nous amène à un résultat net après impôt de 7 478 €, sachant que la redevance payée à la ville a été de 51 827 €. De tout cela, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte du compte-rendu d'activité pour l'exercice 2021 de la délégation de services publics d'exploitation et de gestion du marché forain Saint-Louis, produit par le délégataire Somarep. Je vous fais grâce de leur adresse. Merci. Merci Carole. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte-rendu? Monsieur Le Cerf. Oui. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. On a vu en commission le 19 septembre ce rapport d'activité qui est extrêmement succinct et extrêmement léger. On en a tous convenu en séance. Et je voulais revenir sur les deux points qui ont été évoqués concernant le solde l'enveloppe qui est dédiée aux animations, pour lesquelles il y a un contentieux avec la Somarep, et aussi concernant aussi l'inventaire du matériel. Voilà. Merci à vous. Oui, vous avez raison, Monsieur Le Cerf, de le souligner. On est effectivement dans une fin de contrat. On va dire les divergences de vues ont fait que nous avons sollicité un accompagnement juridique pour faire la lumière sur ce que nous estimons être, on va dire, je vais qualifier le terme de détournement, parce qu'en fait, il reste une somme sur l'animation, somme qui est prélevée auprès des forains, donc ce n'est pas une somme comme ça qui résulte d'un chiffre d'affaires quelconque de la Somarep, mais bien un prélèvement qui vient des forains, et nous ne sommes pas d'accord donc sur la conclusion de cette DSP, y compris sur le matériel, parce qu'il nous manque du matériel. Donc tout ceci, nous allons engager les procédures nécessaires pour récupérer ce qui est indu, et nous vous tiendrons informés de la suite, mais évidemment l'idée n'est pas absolument pas de lâcher l'affaire. Cet argent appartient à l'animation du marché forain. Monsieur le maire, si vous permettez, je souhaiterais juste ajouter quelque chose. Monsieur Le Cerf, le bilan là, et le rapport que je présente est pour l'année 2021. La fin de la concession, c'est avril 2022. C'est pour ça que ces questions n'ont pas été évoquées. Vous me permettrez une petite parenthèse dans ce conseil municipal, parce que nous avons un moyen technologique ce soir qui est un Facebook Live, et peut-être que les habitudes avec les Facebook Live incitent les auditeurs à poser des questions. Nous ne pouvons pas répondre aux questions qui sont diffusées sur le Facebook Live, enfin sur Internet, parce que nous sommes dans l'enceinte du conseil municipal. Donc je me permets cette précision pour ne pas que les Bélifontins pensent qu'on ne veut pas répondre aux questions posées, mais l'enceinte du conseil, c'est évidemment les gens qui y siègent. Le Facebook Live est fait pour répondre aux questions en direct. Pardonnez-moi cette incise dans notre ordre du jour, mais c'est pour éviter quelques malentendus. Bien, sur cette présentation du rapport, et s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons le soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. Julie Traîneau, pour le point suivant, va nous parler du jumelage entre les villes de Fontainebleau et d'Alba Iulia. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, je vais vous épargner la liste des villes avec lesquelles nous sommes jumelés, ou alors je fais une interrogation surprise. Mais enfin, bon, vous savez que Fontainebleau a une tradition avec beaucoup de villes jumelées. D'ailleurs, je fais une petite aparté. On a une délégation de collégiens qui part à Constance, accompagnée par une élue, Fanny, que je remercie ici, et Anne Seconello, une administrative, des jeunes du collège du lycée de François Ier, qui sont de langue, enfin qui sont européens, et qui vont partir parler de leur expérience de l'alimentation et la transition à Constance, avec d'autres étudiants de villes jumelées avec Constance. Voilà, pendant 3 jours, et c'est cette semaine. C'est pour ça que je fais une petite aparté. Mais là, il s'agit de parler de Alba Iulia, donc qui est une ville en Roumanie, qui est une ville historique, comme Fontainebleau, c'est la ville en fait la plus historique, enfin une des plus historiques de Roumanie, qui a permis le rapprochement donc de civilisation à l'époque. Ils ont
ils ont un développement culturel, enfin ils ont un musée. J'ai déjà eu la chance de la visiter puisque l'année dernière j'étais partie pour recevoir le convoi humanitaire qui avait été porté pour les Ukrainiens. Donc aujourd'hui, nous voulons vraiment concrétiser ce jumelage en le signant et donc une délégation va se rendre, enfin une petite délégation va se rendre le week-end du 15-16 octobre à Alba Iulia pour signer la convention avec cette ville qui a 66 000 habitants où pas mal de personnes parlent aussi le français. Ils sont très enclins à faire des échanges avec nous, que ce soit culturel, éducatif ou sportif. Donc voilà, l'idée est d'approuver il vous est demandé ce soir d'approuver le jumelage de notre commune avec cette commune d'Alba Iulia. Il y a une petite erreur dans le texte, c'est pas au Portugal, c'est en Roumanie. Un détail. Et d'approuver donc la convention de coopération qui est intitulée Accord de jumelage et à signer cette convention. Voilà, merci. Merci pour cette présentation et la demande de correction qu'on va évidemment porter au document. Est-ce qu'il y a des questions sur cette démarche de jumelage? Madame Maggiori. Je voulais juste savoir si le comité de jumelage officiel de la ville de Fontainebleau est dans la boucle là. Alors bien sûr, nous les tenons au courant de tout ce qu'on fait et d'ailleurs il y a une AG cette semaine, jeudi soir, en même temps que le conseil communautaire. Tu parles du comité de jumelage présidé par Evelyne Wenzel? Oui. Et donc il y a une AG et du coup, mais là on va plus détailler, mais bien sûr qu'ils sont au courant de ce jumelage. Et quelle est la délégation qui va à Alba Iulia? Alors moi-même, le député Frédéric Valtou, parce que c'est lui, enfin monsieur le maire pourra le préciser, mais c'est lui qui avait initié cette dimension de jumelage. Et vous savez, entre les maires, c'est très important qu'ils se voient. Et Gabriel Pléja, qui est le maire de Alba Iulia, que j'ai rencontré, voilà, ils avaient commencé à discuter avec Frédéric Valtou, le maire, l'ancien maire, et aussi Sandrine de Mougeot, qui est administratif en charge du jumelage. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette démarche de jumelage qui permet à Fontainebleau d'étendre encore plus son tissu relationnel à l'échelle internationale? Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien écoutez, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre confiance. En l'absence d'Isabelle Bolger, je vais présenter les points suivants qui concernent des points sur le personnel municipal. Le point suivant, c'est le traditionnel tableau de modification des effectifs. Et vraiment, je tiens à préciser que je le trouve de plus en plus clair. Je ne sais pas pour vous, monsieur Le Cerf, mais en tout cas, moi, je m'y retrouve de plus en plus. Au titre des créations de postes, on a une création de poste pour accompagner une promotion interne. C'est toujours bien de valoriser les progressions, en tout cas les promotions pour les agents de la ville, avec une création de poste au service voirie. On a des modifications concernant des postes existants pour essayer d'être en adéquation avec les nécessités de service et le taux horaire, en tout cas le temps de travail affecté à certains postes pour pouvoir répondre aux demandes d'organisation de ces services publics. Donc c'est le second point proposé dans ce tableau. Et on a une synthèse qui permet de lire sur les créations de postes, qui sont donc des besoins complémentaires. Et je rappelle, comme à chaque fois, que pour les recrutements, nous sommes obligés, nous ouvrons plusieurs grades et indices qui nous permettent de recruter plus facilement, et au conseil qui suit, ou en tout cas assez rapidement, les grades qui ne sont pas utilisés sont supprimés du tableau des effectifs. Donc ça, s'il y a une transparence la plus complète sur ces questions-là. Je ne sais pas si ça appelle de votre part des questions, mais s'il y en a, on va tenter d'y répondre. Monsieur Le Cerf. Non, juste pour vous remercier de votre remarque. C'est vrai que ce tableau est de plus en plus clair et lisible, et il faut remercier les services de la ville des efforts qui ont été faits. Merci. Merci pour eux. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Ah oui, c'est bon. Qui s'abstient? Merci pour votre confiance. Point suivant, ça concerne l'exercice du droit à la formation pour les élus. Alors,
dans les textes, nous avons toujours 3 mois suivant un renouvellement de conseil municipal pour délibérer sur notre exercice du droit à la formation. Donc c'est le cas puisque nous avons renouvelé nos instances en juillet dernier. Donc on propose ce soir une délibération que vous connaissez qui permet donc aux élus de bénéficier de formation tout au long de leur mandat. C'est une dépense obligatoire pour la commune, donc chaque année elle est prévue au budget. Les sommes non consommées sont reportables d'une année sur l'autre avec la limite du mandat en cours, c'est logique. Et les crédits nous permettent donc de solliciter des subventions à tous les élus autour de cette table. La délibération de ce soir fixe à un montant de 10 000 € par an la somme proposée pour accompagner les demandes de formation des élus. Délibération assez classique. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant qui concerne les conventions d'accueil de collaborateurs occasionnels du service public. C'est une convention qui nous permet de bénéficier de volonté de certains Bellifontins qui veulent nous accompagner dans certains services publics, notamment dans les temps périscolaires ou extrascolaires pour les jeunes. Et ça nous permet de bénéficier de personnes qui veulent donner de leur temps, partager leur savoir, leur connaissance, leur expérience. Et c'est assez appréciable pour la collectivité de pouvoir bénéficier de ces personnes qui donnent encore une fois de leur temps dans un cadre gratuit, donc bénévole. Mais cette convention nous aide à encadrer le côté juridique de cet accompagnement afin tout simplement de leur permettre d'avoir un exercice serein et à la commune d'être encadrée juridiquement sur le côté de l'assurance. Est-ce que ça appelle des questions de votre part? Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre confiance. Thibault Flynn pour la délibération suivante qui concerne l'entretien de la rue des Temples d'Angkor. Oui, rebonsoir à tous. Alors, pour désengorger la circulation du quartier et les rues avoisinantes, les communes d'Avon, de Fontainebleau et le CNSD se sont mis d'accord pour ouvrir à la circulation une route militaire qui est baptisée depuis rue des Temples d'Angkor, en fait qui relie la rue du Haut d'Avon et la route militaire qui est la future route Georges Mandel. Il y a une autorisation temporaire d'occupation du domaine public qui avait été signée à cette fin en 2020 avec le CNSD qui est propriétaire du foncier. Et donc se posait aujourd'hui la question de l'entretien de cette voie, en fait, qui a la particularité d'être la propriété foncière du CNSD, d'être située sur le territoire de la commune de Fontainebleau, mais qui a été ouverte à la demande de la ville d'Avon. Donc un accord a été trouvé entre nos deux communes par l'intermédiaire de cette convention qui précise les modalités d'entretien avec une répartition qui est en gros la suivante. Puisqu'on est sur le territoire de la ville de Fontainebleau, notre commune va s'occuper entre guillemets des travaux lourds, donc l'enrobé, les trottoirs, l'entretien curatif si nécessaire et la signalisation. Et la ville d'Avon sera davantage axée sur l'entretien courant, donc balayage, débroussaillage, salage si besoin est. Je rajoute que comme on est sur le territoire de notre commune, c'est la ville de Fontainebleau qui conserve le pouvoir de police et donc qui peut éventuellement réglementer le stationnement ou la vitesse. Il me reste à remercier le CNSD mais aussi la municipalité et les services de la ville d'Avon avec lesquels nous avons conclu cette convention parce que je pense que c'est une collaboration certes modeste mais qui est tangible et efficace pour nos communes et pour les concitoyens. C'est un bel exemple, je pense, de travail en commun au service de l'intérêt général. On vous propose donc ce soir de voter cette convention. Merci Thibault. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Eh bien, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote. Thibault Flynn sur le contrat de concession distribution publique de gaz naturel. Alors, donc, comme on l'a légèrement évoqué tout à l'heure, Fontainebleau dispose d'un réseau de distribution de gaz, donc qui est géré exclusivement par la société GRDF, qui alimente environ un foyer sur deux dans notre commune, un peu plus de 4600 clients. Cette distribution s'effectue par l'intermédiaire d'un traité de concession de service public pour la distribution du gaz public naturel qu'on avait voté ensemble au sein de ce conseil l'année dernière de mémoire et qui est rentré l'année dernière, qui est rentré en vigueur le 1er janvier dernier pour une durée de 30 ans.
Donc cette convention, elle prévoit notamment, comme vous l'avez évoqué, Monsieur Thomas, une redevance versée par le concessionnaire, donc en l'occurrence GRDF, pour que le concédant, donc nous, la ville, puissions couvrir des frais de contrôle, effectivement, afin de vérifier la bonne exécution du contrat. Cet avenant vient modifier en fait la formule de calcul de cette redevance qui permet de couvrir ces frais de contrôle. C'est une bonne nouvelle parce qu'elle est en hausse. Il y a deux paramètres qui changent. C'est qu'on prend maintenant en compte le nombre de clients et non plus le nombre d'habitants, et qu'on a une bonification de 10% parce que c'est un contrat de 30 ans, une sorte de remise fidélité. Très concrètement, donc, la ville va recevoir 9 300 €. Alors ça, c'est au titre de l'année 2022, donc avec l'ancienne formule, enfin la formule à l'heure où nous parlons, et la nouvelle, donc, qui sera en vigueur à partir du 1er janvier l'année prochaine, si nous votons cet avenant, nous permettra d'obtenir 19 347 €. Donc ce sera effectivement l'occasion dans les prochaines années sans doute de recourir à un bureau d'études pour, même si là cette DSP vient de commencer puisqu'elle a commencé au 1er janvier, mais d'ici quelques années pour vérifier sa bonne application. On vous propose ce soir d'accepter cet avenant qui prévoit donc cette nouvelle formule à partir du 1er janvier. Merci Thibaut Fine. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. Antoine Ingol qui va nous parler de la convention de partenariat avec l'UPEC. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Ce soir, vous est présenté une convention de partenariat entre l'UPEC et la ville de Fontainebleau dans le cadre de la convention citoyenne étudiante. Alors, je ne vais pas présenter l'UPEC, mais je vais juste rappeler quand même l'implantation de l'UPEC sur le territoire de Fontainebleau, une implantation qui se développe. Il y avait déjà l'IUT, il y avait l'école d'études politiques qui est devenue récemment l'Institut d'études politiques de Fontainebleau, donc 11e Sciences Po en France. L'UPEC a vocation à développer la recherche appliquée et à se connecter au territoire où elle est implantée. Alors c'est dans cet esprit que l'UPEC a créé la Convention citoyenne étudiante, dont la première édition a eu lieu naturellement à Fontainebleau en 2021 et avait pour thème l'alimentation et ses enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux. Cette année, l'UPEC a un projet de convention citoyenne étudiante sur la thématique du numérique. Et avec une question, quel numérique pour quelle société? Alors, la ville de Fontainebleau, de son côté, souhaite réaliser un état des lieux concernant les enjeux numériques et leurs usages au sein du service public. L'idée est donc simplement d'associer les démarches. La ville offre à l'UPEC un champ d'investigation et de recherche, puisque la recherche appliquée va s'appliquer à notre territoire, donc c'est extrêmement intéressant pour la ville. Et l'UPEC mobilise 400 étudiants et des enseignants-chercheurs pour permettre à la ville d'avancer justement sur la connaissance de ce qu'on a identifié comme nos 3 grands chapitres d'investigation. Les infrastructures, mieux connaître, faire un état des lieux au niveau des infrastructures numériques de la ville et de notre territoire, une investigation et des enquêtes et une étude sur les usages, et enfin sur les nécessités réglementaires. Voilà, donc je rappelle que cette convention n'a aucune incidence financière pour la ville, ni pour l'UPEC, donc c'est vraiment une démarche partenariale gagnant-gagnant. Voilà, donc je vous propose d'approuver cette convention de partenariat entre la ville de Fontainebleau et l'université Paris-Est-Créteil pour cette 2e édition, saison 2 de la convention citoyenne étudiante. Merci Antoine pour cette présentation qui illustre en effet les coopérations heureuses et positives que l'on peut faire avec l'UPEC et ses étudiants. Est-ce qu'il y a des questions? Daniel Raymond. Merci Monsieur le maire. Effectivement, pendant la commission vie locale, on a évoqué longuement cette convention. On a eu pas mal d'échanges assez intéressants avec les élus présents. Je regrette que Monsieur Ingold n'ait pas été là. Je vois que les points évoqués ne figurent pas dans cette convention. Et c'est un point qu'on a d'ailleurs soulevé pendant cette commission. C'est que la convention est arrivée au moment de la commission
et elle n'était plus modifiable. Donc, c'est ce qu'on nous a dit, et elle était dans l'état, il fallait juste en prendre connaissance. Et honnêtement, je me pose la question de l'utilité de ces commissions, où on nous présente des documents, des conventions, qu'on ne peut pas modifier. Il y a juste, c'est une chambre d'enregistrement, comme peut l'être le conseil municipal parfois, puisque on va nous dire encore si jamais on voulait modifier les points qui avaient été évoqués, et les élus majoritaires avaient souligné l'intérêt de modifier cette convention. Si on ne peut plus modifier cette convention, quel est l'intérêt de la soumettre au vote et à discussion? Voilà, merci. Merci, Monsieur Raymond, pour cette intervention. Oui, je peux peut-être apporter quelques éléments de réponse. Tout d'abord, en effet, je n'étais pas présent à cette commission parce que je suis à la commission cadre de vie et donc je ne peux siéger. Alors, j'ai fait la demande pour qu'en effet, il me semble que mes délégations qui sont très transversales, voilà, je pense que ce serait quand même, en effet, je pense que ce serait plus pertinent que je sois dans cette commission de vie locale. Donc, à l'occasion d'une prochaine délibération ou d'une prochaine décision de conseil municipal, je pourrais peut-être changer de commission. Voilà. Concernant le fait que la convention d'après vous était figée, je peux apporter la preuve du contraire, puisque la remarque qui avait été formulée, notamment, je crois, par Fanny, concernant l'impact du développement de la fibre numérique sur le territoire, c'est bien un élément qui a été rajouté dans la convention. Donc, on va au-delà de ce que vous dites. Effectivement, on a cette capacité à utiliser ces commissions, évidemment, pour améliorer le processus quand c'est pertinent. Alors, tant mieux si ça a été modifié. Le jour de la commission, il a été dit que ce n'était pas modifiable. Voilà. Je parle sous le contrôle de la présidente de la commission, Madame Reynaud. Oui, alors ce soir-là, c'était moi qui étais la présidente, je remplaçais Gwenaëlle qui ne pouvait pas. Et effectivement, on a essayé de répondre à ta demande, Daniel, et d'intégrer ce qui nous semblait aussi pertinent, donc c'est-à-dire l'impact sur la transition écologique dans la ville, quoi. Voilà. Donc, Bon, il me semble quand même, alors les adjoints peuvent aller à toutes les commissions, il n'y a pas de sujet, on peut parfaitement assister à toutes les commissions. Les points positifs sont à retenir et quand ils vont dans le bon sens, ils sont intégrés, il n'y a pas de sujet. Et puis je crois que les étudiants qui sont là dans cette convention seront très heureux de nourrir et de compléter la coopération, en tout cas les sujets à explorer. Donc quand il y a des bonnes idées, je ne vois pas pourquoi on ne les reprendrait pas, et c'est manifestement le cas, puisque les sujets ont été intégrés suite aux remarques dans les commissions. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette démarche? Parfait. Qui est contre la convention? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. Délibération suivante, José Tenda qui va nous parler de la convention de partenariat avec la maison Sport Santé. Merci Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Comme vous le savez, la ville de Fontainebleau s'investit depuis plusieurs années dans la stratégie nationale du sport santé porté par le ministère du Sport, de la Santé et de Solidarité à travers la maison Sport Santé de Fontainebleau. Dans le cadre de son agrément centre prescripforme et de son label, la maison Sport Santé de la ville de Fontainebleau s'engage à développer la mise en place de la prescription des activités physiques et sportives par les professionnels de santé afin de promouvoir la santé par l'activité physique adaptée. Ces dispositifs prescriptiformes visent à accompagner et à soutenir les personnes souffrant d'affections de longue durée ou de maladies chroniques et qui souhaitent maintenir et améliorer leur santé par la pratique d'une activité adaptée, sécurisée, délivrée par des professionnels formés. Il s'agit d'un dispositif de santé politique, publique, en lien avec le médecin prescripteur. Ces programmes individualisés ayant des objectifs spécifiques à une pathologie sont proposés sur une période de 3 à 6 mois. Ils visent à rendre le patient plus confiant et plus autonome. Ce projet de convention va officialiser le partenariat entre le club et
la ville de Fontainebleau proposait des activités sport sur ordonnance à nos bénéficiaires pendant les programmes organisés par la Maison Sport Santé de Fontainebleau. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat entre les clubs et associations sportives et la ville de Fontainebleau via la Maison Sport Santé de Fontainebleau. De préciser que les associations et clubs suivants seront signataires de la convention de partenariat: Pays Fontainebleau Athlé Sud 77, Tennis Club de Fontainebleau, Shirley Center, Club Alpin Fontainebleau, FLC, Akiblo, Union Sportive Avonaise Football, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention correspondante avec les associations et clubs, ainsi que tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Merci José pour cette présentation et un grand merci aux associations partenaires, puisque effectivement un tiers des activités proposées dans le cadre de ce dispositif sont assurées par des associations. Quelques chiffres pour nous permettre de bien mesurer tout le travail qui est fait au niveau de la ville, et encore une fois merci aux agents qui ont lancé cette initiative et qui aujourd'hui la font vivre en partenariat aussi avec la maison de santé. Ce sont 56 patients qui sont en ce moment inscrits dans les programmes, 2 à 3 nouveaux patients par semaine qui l'intègrent, une dizaine de médecins prescripteurs, donc c'est en train de se développer aussi au niveau des médecins de la ville, une durée moyenne de participation au programme de 3 mois sur les 6 mois maximum possibles, et entre 40 et 50 séances d'activité physique adaptée proposées par mois sur des champs aussi divers que le tennis santé, le renforcement musculaire, le yoga, le foot santé, la marche, un programme qui donne évidemment des effets sur la santé de ceux qui souscrivent. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dispositif? La photo, Monsieur Thomas, non? Non, je disais que quand on veut avoir des éléments chiffrés, on est capable d'en avoir. Oui, on est capable de progresser à chaque instant. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dispositif qui, encore une fois, la ville de Fontainebleau est assez moteur et assez en avance sur ces questions-là. Je tiens à le saluer. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. Dernière délibération du soir avec Judith Reynaud sur la médiathèque. Oui, alors là, il s'agit de revoir le règlement intérieur de la médiathèque car les services ont apporté des modifications. Alors, je vais citer les principales. Donc, vous savez qu'on a des outils 10, c'est les personnes qui sont 10, on a des ouvrages pour elles. Et là, l'idée, c'est de rajouter du matériel pour les aider plus encore dans l'apprentissage. Pour les fonds patrimoniaux, en fait, ils étaient avant uniquement accessibles aux abonnés. Et en fait, on a des demandes de gens pour voir ces collections, puisqu'elles sont assez riches. Et pour ne pas les refuser, on voudrait juste demander une pièce d'identité pendant qu'ils consultent les ouvrages et bien sûr le rendre après pour qu'ils puissent regarder ces ouvrages. Pour l'accès à Internet, donc on voudrait abaisser l'âge à 12 ans, puisqu'en fait les collégiens ont pas mal de recherches à faire sur Internet pour leurs devoirs, et aujourd'hui c'était 14 ans. Ensuite, pareil, on augmente la durée et le nombre d'emprunts de documents possibles. Et enfin, on s'est aperçu, on avait demandé, en fait, c'est gratuit pour les Bellefontains, l'abonnement à la médiathèque, mais on devait payer 12 € pour un abonnement numérique qui permettait de consulter notamment la presse. Et en fait, ça ne marche pas, enfin, personne ne paye cet abonnement, donc on s'est dit autant le rendre gratuit pour quand même pouvoir avoir accès à la presse. Voilà. Donc, on vous demande aujourd'hui d'abroger, parce qu'on est obligé d'abroger l'ancien règlement intérieur et d'approuver le nouveau. Merci beaucoup. Merci Judith. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. On a épuisé l'ordre du jour concernant les délibérations. Il y a 2 questions de Monsieur Le Cerf, donc je vous en prie. Allez-y, posez vos 2 questions orales. Merci, Monsieur le maire. Voilà, on m'interpelle sur l'état du cimetière. Il existe manifestement un problème de stabilité du sol qui engendre l'affaissement et l'effondrement de certaines sépultures, des fissures dans les parties goudronnées et les allées. Pour certaines, les fosses sont visibles. On me parle
d'affleurement d'ossements et des parties cimentées sont brisées. Ceci n'est pas un constat récent, la situation s'aggravant au fil des ans. L'atelier numéro 5, intitulé « Rénovation et nettoyage sépultures au cimetière », proposé dans le cadre de la journée citoyenne, montre que le problème a sensibilisé de nombreux Bellefontains. Mais la situation va bien au-delà de l'entretien exigé aux particuliers qui, vu le prix des concessions, sont en droit d'attendre de la ville un lieu décent, sûr et digne pour ses défunts. Ma question est simple. Qu'est-il envisagé pour remédier à cette situation ? Merci pour votre question, Monsieur le Cerf. Vous avez parfaitement raison. Le sujet de la stabilité du sol du cimetière est une réelle question et on engage une étude pour vérifier les endroits qui seraient sujets à mouvement. Peut-être que on est à Fontainebleau sur du sable, donc effectivement il faut se poser certaines questions. Donc on va faire une étude pour en avoir le cœur net. Après, il faut distinguer les différents sujets qui concernent la stabilité évidemment de ce site et puis malheureusement ce que l'on peut constater, la dégradation de sépultures qui sont l'objet évidemment de dégradations inadmissibles. On réfléchit à comment on pourrait avoir un regard particulier sur ce site. Aujourd'hui, on n'a pas véritablement de solution à proposer, si ce n'est une surveillance accrue du cimetière. Nous verrons au moment du dispositif déploiement des caméras de vidéoprotection pour savoir s'il y a des choses à faire. Mais c'est vrai que ne pas respecter un lieu de recueillement et de mémoire est tout à fait scandaleux. On partage votre avis, Monsieur Le Cerf, sur ce sujet. Oui, ça va bien au-delà de la dégradation du cimetière. Là, c'est vraiment un entretien qui est manifestement inexistant. L'entretien des sépultures est aussi à la charge, évidemment, des concessionnaires. Oui, je l'ai signalé, d'ailleurs. Vous avez une deuxième question ? Oui, deuxième question. Lors d'une réunion de quartier, il avait été évoqué le problème des conteneurs poubelles qui restent à demeure sur certains trottoirs. Malgré l'amélioration notable, les trottoirs restent encombrés et ne permettent pas la circulation libre des piétons. Une vigilance accrue de la police municipale avait été annoncée et semble pour le moins nécessaire, ainsi qu'une réflexion de la ville en accord avec les habitants concernés pour les habitants ne disposant pas d'endroit pour les stocker. La volonté de la ville semblant de ne pas vouloir voir des poubelles sur les trottoirs en dehors des jours de ramassage. Là-dessus, on peut aussi totalement être en accord avec votre constat. Ça fait partie d'ailleurs des missions que l'on demande à la police municipale et également aux agents de surveillance de la voie publique, pour lutter contre les poubelles et conteneurs qui restent sur la voie. Alors, on fait des verbalisations, on fait des campagnes, des tournées pour essayer de lutter contre les maintiens des poubelles. Il y a, alors, pas tout le temps, parfois c'est vraiment les propriétaires qui oublient ou ne veulent pas rentrer leurs poubelles, mais il y a aussi des endroits où il y a une difficulté, comme vous l'avez souligné, puisque nous discutons avec certains syndics de copropriété pour trouver des solutions à des immeubles, des habitations qui n'ont pas de locaux adaptés. Alors, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est des transformations de mètres carrés pour d'autres usages? Certainement, puisqu'à l'origine, il devait y avoir des lieux d'entrepôt de poubelles. Donc, on remonte le fil de façon assez difficile et délicate. C'est un sujet aussi que l'on travaille évidemment avec les commerçants. Carole Garnalec est sensibilisée et fait la tournée des commerçants pour bien les accompagner aussi au bon dépôt des ordures, aux bons horaires, aussi à la bonne gestion de leurs déchets. Évidemment, avec Thibaut Flynn, on s'attache à apporter des solutions pour éviter le maintien sur la voie publique de ces conteneurs. Donc oui, Monsieur Le Cerf, la police municipale a instruction de tourner et de verbaliser les excès en la matière. Merci pour ces questions. Nous avons épuisé l'ordre du jour du Conseil. Prochain Conseil municipal le lundi 14 novembre. Au plaisir de vous retrouver. Merci et bonne fin de soirée.